Horizon théosophique, vidéo, les fondements transcendants de l'écologie. Amis, l'écologie, c'est avant tout la redécouverte par l'homme des relations qu'il entretient avec son milieu. Alors cette redécouverte, c'est à la fois un progrès naturel de la science, puisque depuis le XVIIIe siècle, la science se contentait surtout de cataloguer les espèces, de les mettre entre les pages d'un livre pour les espèces végétales ou de les épingler sur une planche. Quand c'était des insectes, ce qui ne favorise pas l'étude de leur mode de vie, bien sûr. Et donc l'écologie, c'est un peu le prolongement de cet aspect. Et c'est aussi une science qui est née du constat de tous les problèmes que pose le radical changement de vie qu'on a connu en peu de temps. Ça consiste à l'épuisement des ressources, la disparition inquiétante des espèces, les problèmes qui arrivent sur l'eau, sur le climat aussi, avec toutes les conséquences que ça implique. Donc tout ça nous incite à nous poser des questions. Le terme d'écologie a plusieurs sens différents. En dehors de la science proprement dite de l'écologie, il y a aussi le sens plus général qui concerne chacun d'entre nous. C'est juste la conscience de ces problèmes et le souci de changer un peu notre façon de faire. Même si on est très prisonnier, ça nous paraît difficile. Mais quand même, les problèmes poussent à se poser la question avec une acuité particulière. Alors on trouve une dimension éthique, bien sûr, dans l'écologie, dans la mesure où ce système favorise les inégalités, enfin elle se creuse, elle favorise les injustices et creuse les inégalités. On trouve aussi une dimension politique qui est le prolongement de cet aspect éthique. C'est un peu la recherche, la réflexion sur les alternatives qui seraient possibles. Est-ce qu'on y trouve une dimension transcendante ? Peut-être, parce que est-ce que c'est seulement une science nouvelle ou est-ce que c'est une nouvelle façon d'aborder une sagesse traditionnelle qui est connue depuis fort longtemps ? Alors, après avoir évoqué quelques causes qui nous conduisent justement à cette prise de conscience de l'écologie, on verra à quel point l'urgence d'une vision globale est présente parce qu'elle a fait défaut tout au long du développement qu'on a connu, justement dans ce dernier siècle, et comment elle nous ramène à des considérations universelles qui sont inchangées suivant les lieux et les époques, mais plus que jamais actuelles. Alors, quels problèmes sont causés par le bouleversement de la relation au milieu ? On peut dire que traditionnellement, enfin même encore maintenant, mais traditionnellement, l'homme trouve de quoi vivre dans son milieu. Il a des modes de vie très différents, quoique ses besoins, ses nécessités soient les mêmes. Mais suivant qu'il habite le Périgord ou le désert, évidemment, il ne va pas se répartir de la même façon. Mais pourtant, le modèle reste à peu près le même. Ça a été chamboulé par les sciences et les techniques, parce qu'il n'y a plus que quelques îlots maintenant de cet ancien modèle qui raconte encore ce mode de vie au présent. Ces bouleversements ont été induits par l'avènement de la machine, parce que la machine, au début, elle ne sait faire qu'une seule chose, donc pour se justifier, il faut qu'elle en fasse beaucoup. Alors avec son développement, ça a changé complètement l'échelle de la réponse à nos besoins. On n'a plus besoin de vivre en symbiose avec la nature, de nous soumettre à ces cycles. On y est encore soumis, mais d'une façon bien moindre. On est beaucoup plus soumis à la logistique qu'au cycle naturel. Alors cette transition quand même s'est effectuée dans un temps très court, puisque à l'échelle de l'humanité, on parle d'un siècle et demi, c'est pratiquement un instant. Tout ça a été tellement vite que, bien sûr, il y a eu des effets pervers qui sont intervenus. Et c'est ça qui nous conduit à nous reposer la question et à nous rendre compte aussi à quel point notre sort est lié à celui des autres règnes de la nature. Ces effets secondaires, justement, poussent l'homme à réévaluer sa relation avec ce qu'il appelle son environnement. L'environnement, déjà, c'est un terme caractéristique un petit peu de cette relation, parce que environnement, c'est un terme lénifiant. On pourrait penser que c'est un décor, une espèce de décor pour ses aventures. Parfois une ressource qu'il exploite, mais le terme même d'environnement donne un petit peu un sens de décor, c'est-à-dire que l'homme, dans ce développement industriel, s'est véritablement situé au centre de la création. Il a pris ce qui lui tombait sur la main pour sa propre utilité sans se poser beaucoup de questions. Bien sûr, cet environnement, c'est en réalité l'humus sur lequel nous prospérons. Ça paraît évident, mais
L'homme agit en général comme s'il l'ignorait et continue avec enthousiasme à scier la branche sur laquelle il est assis au nom du progrès. L'écologie, justement, va tempérer un peu ses ardeurs en démontrant cette fois-ci de façon tout à fait scientifique que ce milieu n'est pas un décor ni une ressource sans limite et que la puissance qui lui est donnée par la technique compromet véritablement son avenir et pas seulement celui des espèces s'il ne s'accompagne pas d'une réflexion profonde sur l'impact qu'il a sur ce milieu. Cette prise de conscience, c'est le berceau de l'écologie. Alors l'écologie aussi est quelque chose de récent. Je crois que le terme a été employé pour la première fois vers le milieu du XIXe siècle, à la fois par un biologiste et par un philosophe. D'ailleurs, c'est resté cette double paternité philosophique et scientifique depuis cette époque. Donc elle étudie, ce qui est nouveau, les interactions entre les différents règnes de la nature. Elle complète l'approche analytique précédente et descriptive. Et son originalité, ce qui est nouveau, c'est qu'elle considère de façon globale les phénomènes naturels ou les espèces. Cette dimension nouvelle qu'elle introduit, ça va lui donner une place privilégiée, non pas à côté des autres sciences, mais au-dessus. C'est-à-dire que cette vision globale, finalement, la situe de façon assez proche de la philosophie. Elle pourrait, en cela, jouer le rôle de vigie pour peu qu'on l'écoute, parce que, bien sûr, notre intérêt à long terme contrarie souvent les intérêts qu'on peut avoir à court terme. C'est pour ça que l'écologie, malgré l'importance et l'aspect essentiel qu'elle peut avoir, n'est finalement dans certains domaines que marginale, puisque la poursuite des intérêts à court terme la met en quelque sorte au second plan. La science est au départ exclusivement analytique, c'est en cela que l'écologie est différente. L'homme, en effet, pour étudier un sujet, doit absolument l'isoler de son contexte, isoler les propriétés qu'il veut mettre en évidence, ôter les influences qui ne l'intéressent pas. Le problème, c'est que dans la réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Il y a plusieurs niveaux de réalité superposés et qui s'effectuent en même temps. Finalement, les conditions d'expérience ne correspondent jamais véritablement aux conditions réelles. À partir de ce constat, l'homme perçoit et analyse en divisant la réalité en autant de portions assimilables et met au jour des mécanismes, mais un seul objet à la fois et sur un seul plan, et puis en général, ceci est coloré par ce qu'il attend de cette observation, par son intention. Ce qui montre que finalement il se passe énormément de choses, mais qu'il étudie vraiment une feuille dans une forêt. C'est toujours un petit peu comme ça, et par nature, puisqu'on aurait bien du mal à étudier plus que ça à la fois. L'exemple de la fleur, c'est un exemple comme un autre. Quand on regarde une fleur, on peut trouver qu'elle est belle, qu'elle est attirante, mais si un scientifique la regarde, l'étudie, il va mettre en relief des mécanismes. Il va trouver que c'est une machine perfectionnée pour sa reproduction, comme participation à l'écosystème de la prairie dans laquelle elle se trouve. Bref, il va éclairer certains mécanismes, et c'est une machine perfectionnée et éminemment recyclable, puisque quand elle a fini sa carrière, elle continue. Mais surtout, toutes ces fonctions sont superposées et simultanées. Et en plus, ça c'est pour les fonctions qui sont perçues. Il en reste encore qui vont rester dans l'ombre, soit parce qu'elles sont hors du champ de ce qu'on peut analyser. Et donc tout ceci devrait nous inciter à la prudence pour ne pas compromettre les équilibres que nous n'avons pas encore compris. Parce que finalement, nous prenons en quelque sorte un volume dans une bibliothèque immense, mais sans voir comment ces volumes sont reliés entre eux. La bibliothèque n'est pas un très bon exemple, puisqu'il y a vraiment des liens entre tout. C'est ce que nous allons voir, et c'est ce qui est mis en évidence aussi dans l'aspect philosophique. Cette science récente donne une autre façon à l'homme de se situer, puisqu'on voit qu'il n'est pas véritablement au centre de la création. Il se distingue de son environnement que par sa position qui est éminente, c'est-à-dire une position peut-être au-dessus, parce qu'il a sa conscience, parce qu'il a certains outils plus perfectionnés. Mais tout ça, ce n'est qu'une différence de degré. Ce n'est pas une différence de nature, profondément. Et on ne peut pas ignorer que tout est lié, puisque l'écologie, c'est devenu la science même qui le démontre. Cette dimension nouvelle remet en cause le paradigme mécaniste qui a présidé à la plupart des sciences jusqu'à présent, et encore maintenant.
Le paradigme mécaniste postule que tout n'est qu'une somme de phénomènes sans intention, autre que le hasard et la nécessité, et que l'homme seul serait doué d'une intention. On considère alors plus les enchaînements des mécanismes qui conduisent d'un état vers un autre état, et on limite la causalité au phénomène qui a initié le mouvement. Par là, on impose une stricte ligne de démarcation entre science et philosophie, qui parfois est un peu dommageable, surtout dans les effets, puisque la science poursuit en quelque sorte aveuglément et la philosophie est détachée des racines de la science. Un autre aspect qui est important et mis à jour par l'écologie, c'est la démonstration tout à fait récente que dans la nature, la coopération surpasse largement la compétition entre les espèces. On pourrait voir la nature comme une chaîne ininterrompue d'organismes qui vivent en symbiose, plutôt que d'une loi de la jungle qui est vraiment une expression purement humaine, une image dans laquelle on imagine que tout s'entre-dévore jusqu'à la désertification finale. Il a même été démontré, d'ailleurs dans le cadre de l'écologie, qu'un système tend vers la stabilité lorsqu'il réduit la part de compétition au profit de la part de coopération. Alors, quelles implications philosophiques? Eh bien, dans les traditions anciennes, on trouvait déjà que la nature n'était pas réduite à un cadre. Les mots mêmes pour la désigner contiennent le sens de principes qui engendrent et accompagnent le développement d'un être vivant. En grec en particulier, c'était le mot physis qui désignait la nature. Cette manifestation de la nature, c'est le cosmos. C'est un ordre qui se développe selon un plan, une intention, ce cosmos qui émerge d'un chaos indifférencié. La nature, dans ses conceptions anciennes, c'est un organisme vivant et qui se développe selon des lois similaires à celles que nous pouvons observer à notre échelle, mais bien que ce soit bien difficile de se le représenter. Mais c'était déjà l'idée d'un organisme vivant. Ces conceptions de la nature ont-elles une dimension transcendante? Pour apporter des éléments de réponse, il importe de considérer le problème non plus de bas en haut, c'est-à-dire en partant des nécessités qu'on peut avoir, mais plutôt de haut en bas, en partant des postulats métaphysiques jusqu'aux implications que ces postulats peuvent avoir dans le plan objectif. En principe, les deux approches ne devraient pas se contredire. Quelques postulats de la théosophie proprement dite, elle postule une origine spirituelle de toute chose. C'est-à-dire que tout ce qui existe émane d'un soleil spirituel central et que notre conscience représente une étincelle, un rayon de ce soleil spirituel central. On peut dire aussi que tout est cyclique, tout est vivant aussi, et tout est en évolution. Et tout doit donc être réabsorbé à la fin d'un cycle pour former la base du cycle suivant. Et tout ceci est sans fin. Il est dit par exemple que l'apparition et la disparition des univers, c'est comme un clin d'œil de la soi-existence. Autant dire que tout ça nous situe dans une échelle qui défie l'imagination, bien sûr. La même loi est à l'œuvre, avec des cycles tout à fait différents, des plus courts aux plus inimaginables, mais la loi des cycles reste la même. Seul le rythme de ces cycles change en quelque sorte, et la superposition de ces cycles donne l'infinie complexité que nous connaissons. Si tout est de même nature, on va retrouver en chaque atome, comme dans les plus vastes systèmes, les mêmes éléments qui nous constituent, mais pas seulement sur le plan matériel. Mais on verra que dans la nature, de façon plus ou moins manifeste, les mêmes éléments sont inclus dans chaque chose. Ainsi, c'est ce qui est dit dans les principes, chaque étincelle issue de la surâme universelle va s'élever en s'incarnant successivement dans le règne minéral, puis va passer dans le règne végétal, puis animal, et dans le règne humain et au-delà. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer la conscience d'une pierre avec celle d'un homme, mais cependant, elles sont de même nature. Le niveau de la pierre, c'est seulement une potentialité qui se manifestera au bout d'un temps qui est tout à fait inimaginable à notre niveau, mais au cours de ces cycles, à force de métempsychose et réincarnation, puisque si tout est cyclique, la vie même est cyclique, donc l'idée de réincarnation vient de là. Métempsychose est plutôt utilisée pour
les réincarnations dans les règnes végétal ou animal, et la réincarnation proprement parlée pour l'homme. Et tout ça arrive à son apogée qui est la fusion avec l'esprit universel. C'est le sens de cette évolution. D'après cette conception, on voit que l'état de la matière, c'est la dernière conséquence d'une longue chaîne de causes qui conduisent à la manifestation. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce serait l'étage le moins réel. Quoique, pour nous, ça soit vraiment l'étage auquel on est confronté en premier. Donc on a beaucoup de mal après, puisque tout le reste des causes est abstrait pour nous, à s'extraire de ce plan objectif. Alors on trouve dans le bouddhisme cette idée que cette manifestation est une illusion qui nous masque la véritable dimension spirituelle de la réalité. Ce qui est manifesté est changeant et en perpétuel mouvement. Nous, on recherche une stabilité, mais qui n'existe pas dans la matière. La stabilité véritable se trouve, bien évidemment, dans les lois de la nature, dans la cause qui engendre toute cette mouvante diversité. C'est une idée qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita en disant que Krishna a créé tout ce qui existe sans même s'impliquer dans la manifestation. Un autre aspect de la théosophie concerne la nature de l'homme, mais aussi celle de toute chose manifestée. Tous ces états de réalité qu'on vient d'évoquer, qui aboutissent à la manifestation, n'existent pas successivement, c'est-à-dire l'un après l'autre, mais ils sont simultanés. Ainsi, toute chose en général et l'homme en particulier est constitué de 7 niveaux différents, dont certains se rattachent à l'aspect physique, énergétique. Pour l'homme, il s'agit de ce qu'on appelle la personnalité, et un niveau subtil rattaché à l'esprit universel, impérissable, duquel sont issus les éléments inférieurs. Il découle de cette vision que toutes choses sont issues de la même source et sur le même chemin d'évolution. Nous sommes donc par nature solidaires des autres règnes. Tout autant que l'humanité forme un tout, même si chacun possède individuellement une part de la conscience universelle. C'est une des idées philosophiques importantes, c'est que le tout est antérieur à la partie. La famille va survivre à l'homme, la race va survivre à la famille et l'humanité durera encore plus longtemps que le tout. Donc les parties sont bien issues du tout. C'est une des réflexions philosophiques majeures qui revient dans l'écologie. Il revient donc à l'homme d'accompagner consciemment cette évolution en relativisant sa composante matérielle pour manifester sa dimension véritable, élargir sa conscience du particulier vers le sentiment d'appartenance à l'universel. Alors maintenant, est-ce que l'écologie est le reflet de la métaphysique sur le plan objectif, c'est-à-dire sur le plan manifesté? On comprend que, suivant ces conceptions, l'homme a une place et une responsabilité particulière, mais que c'est éloigné de ces conceptions anthropocentriques qu'on a évoquées, comme d'ailleurs la conception de l'écologie, qui met bien en exergue le fait que l'homme appartient à sa racine comme tout le reste. L'aspect cyclique de toute chose remet en cause l'idée aussi d'une évolution linéaire, c'est-à-dire que l'évolution elle-même est cyclique. Alors qu'une évolution linéaire, au cours de laquelle tout ce qui nous précède serait une sorte de brouillon pour arriver jusqu'au sommet que nous représentons en toute fausse modestie. C'est-à-dire que tout serait qu'une préparation de ce qu'on est aujourd'hui. Alors que l'idée cyclique de l'évolution, déjà, n'est pas centrée exclusivement sur l'homme, mais ce sont des étapes successives qui paraissent repasser par les mêmes endroits, mais qui en fait progressent imperceptiblement. Il y a donc une concordance indiscutable entre les conclusions de l'écologie et les fondements métaphysiques qu'on trouve dans toutes les traditions. L'idée en particulier que tout est vivant a été reformulée assez récemment lorsque la Terre elle-même a été assimilée à un être vivant. Ce qui était dit, c'était un système physiologique dynamique. C'est l'idée de Gaïa qui était mise à l'honneur par James Lovelock dans les années 70. Alors, Gaïa, c'est le terme qui désignait la divinité de la terre-mère dans l'ancienne mythologie grecque. Et selon Lovelock et d'autres scientifiques et philosophes après lui, l'ensemble des êtres vivants serait comme un vaste organisme qui s'autorégule pour favoriser et maintenir les conditions de la vie. Ça conduit à considérer encore que toutes les espèces sont en relation étroite entre elles
La différence avec la vision théosophique, ça va être que le règne minéral est qualifié de milieu dans l'écologie, alors que dans la théosophie, c'est seulement une manifestation du vivant dans son état le moins différencié. Alors, on peut dire que l'écologie est bien le reflet de cette métaphysique sur le plan objectif. Les conclusions à partir de l'interaction de tous les règnes entre eux et du lien qui les unit sont connues depuis fort longtemps, mais maintenant ces mécanismes sont étudiés par la science, et si la science se limite à cette conception rationaliste qu'on a vue, purement rationaliste, malgré tout elle arrive aux mêmes conclusions en ce qui concerne l'attitude à observer vis-à-vis de la nature. Quelles sont les qualités à développer pour nous mettre en accord avec ces conceptions ? Tout est cyclique, même la connaissance. Si les anciennes civilisations avaient admis l'origine spirituelle de la manifestation, l'homme a dû faire l'expérience des religions. Et dans un premier temps, elles ont rassemblé les hommes, et puis dans une certaine mesure, après, elles les ont divisés. À partir du moment où un enjeu dogmatique, plus qu'un lien qui unissait les consciences, est intervenu. Alors l'aventure des sciences et des techniques est arrivée après cette relative faillite des religions. Le matérialisme qui a accompagné cet essor a réduit l'intelligence de la nature à celle de l'homme, qui n'est pas très facile à comprendre parce que l'homme l'aurait acquise par hasard au cours d'une évolution qui n'a pas de but. C'est un peu difficile à comprendre, mais désormais les résultats de la science eux-mêmes remettent en cause cette approche et conduisent l'homme à reconnaître les limites de sa compréhension et à s'interroger à nouveau sur les causes véritables et le sens de la vie, qui ne se trouve évidemment pas dans le nouvel esclavage d'une société de consommation, puisque c'est une conception purement horizontale qui creuse les inégalités et désenchante notre relation à la nature. Alors arrêter le gaspillage est la première piste évoquée. De toutes les manières, utiliser les ressources et les énergies renouvelables, cesser d'émietter les réponses à nos besoins, apporter des solutions moins éphémères. Mais quelle conduite tenir ? Est-ce qu'une démarche spirituelle va avoir les mêmes implications sur le plan pratique qu'une démarche écologique ? On peut remarquer un premier point, c'est que dans toutes les cultures, la frugalité a été mise à l'honneur. Et pourtant, dans des époques reculées où la Terre était fort peu peuplée, il n'y avait pas de menace de manque. Mais ce qui était mis en avant, c'est que la frugalité était une condition absolument nécessaire à la liberté de l'homme. On comprend facilement que la frugalité soit nécessaire pour avoir une santé solide en quelque sorte, puisque les excès nous rendent malades, ou les manques. Mais ça reste vrai sur un plan plus élevé, c'est celui de la maîtrise des désirs, de façon à obtenir que notre conscience ne soit pas entièrement accaparée par la satisfaction de nos besoins. Le postulat d'une origine spirituelle de tout ce qui est manifesté nous conduit aussi à l'idée de solidarité universelle, et particulièrement sur le plan humain à l'idée de la fraternité, parce que nous sommes tous de la même famille et nous allons tous dans le même sens. Donc on va avoir cette idée de coopération et de respect de la vie dans le sens le plus large. On va trouver ça comme valeur incontournable, d'autant plus que l'homme avec sa conscience est responsable de sa propre évolution, mais on peut penser qu'il doit se sentir responsable aussi dans ce sens très large. L'égoïsme et l'illusion de la séparativité sont en effet la principale cause de discorde, mais aussi la principale cause d'aveuglement. Quand on est uniquement préoccupé de trouver ce qu'on cherche ou du résultat, notre vision n'est pas suffisamment large et ce qu'on ignore va immanquablement être le sujet des problèmes qu'on rencontrera plus tard. Enfin, la solidarité, qu'on la développe ou non, ça reste une loi de la nature essentiellement, d'après ce qu'on a dit. Enfin, on peut citer l'humilité comme une qualité nécessaire, puisque l'orgueil de l'homme né des progrès rapides de la science et de la technique occulte dans une certaine mesure à quel point ces productions sont maladroites par rapport à celles de la nature. L'homme fait de très belles machines, mais avec des ressources non renouvelables. Elles ont une durée de vie très courte à l'état utile et très longue à l'état de déchet, qui est exactement l'inverse de ce que fait la nature, qui fait des machines qui servent à beaucoup de choses et qui, à l'état de déchet, servent de nourriture à ce qui suit. Et donc, l'homme devrait être plus modeste.
D'ailleurs, les tout derniers développements de la science prennent beaucoup en compte l'imitation de la nature et une recherche beaucoup plus modeste des mécanismes, mais une imitation qui donne d'ailleurs des résultats bien plus brillants que ce qui a pu être fait précédemment. Donc l'humilité a pour racine le mot humus, justement. Et c'est par cette qualité que l'homme reste en relation avec ses racines et peut garder l'esprit ouvert à ses intuitions profondes. En conclusion, on pourrait dire que la nature humaine est à peu près inchangée depuis la nuit des temps, et les besoins de l'humanité également, mais ce qui a changé, ce sont les conditions dans lesquelles nous sommes plongés. Nous sommes en train de faire une expérience qui n'a pas été faite jusqu'à présent. C'est cette société dans laquelle la technique omniprésente à la fois nous rapproche et nous éloigne. Elle nous rapproche dans la mesure où on va parler d'un village planétaire. On a l'impression qu'avec la communication et d'autres choses, la planète a beaucoup rétréci. On est au courant immédiatement de ce qui se passe à l'autre bout. Mais par contre, on a notre mode de vie qui est déstructuré par rapport à ce qu'on a connu depuis la nuit des temps. Et donc, on n'est pas encore acclimaté. Il y a aussi beaucoup de solitude et d'angoisse qui est parallèlement à ces progrès. Donc, c'est une expérience qu'on n'a pas faite avant et qui doit nous pousser à réfléchir. Donc l'écologie, c'est une discipline actuelle qui nous ramène à ces principes universels, d'une manière impérieuse d'ailleurs, car il est plus que jamais nécessaire de réenchanter la nature. C'est la source de nos besoins, de nos inspirations, de notre connaissance. Il nous appartient de prendre la mesure de notre responsabilité et d'accompagner tout ce qui vit sur le chemin de l'évolution véritable. Merci.